Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à notre premier épisode Skills at Home, le podcast pour le développement des compétences. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Franca Burkhardt et je travaille comme gestionnaire du changement avec un focus sur le développement organisationnel. Depuis septembre 2019, je suis responsable de la campagne Skillaware et je vais modérer ce podcast. Comme vous entendez, je suis suisse alémanique, mais je vais quand même essayer de modérer nos invités d'une manière la plus divertissante que possible. Skillaware est une campagne nationale ayant le but de sensibiliser et motiver les employés de banque au sujet du développement des compétences. La campagne a été initiée par les 3 associations et partenaires sociaux que sont Employeurs Banque, l'Association suisse des employés de banque et la Société des employés de commerce. Elle s'adresse à l'ensemble des employés de banque, quel que soit leur niveau hiérarchique et leur domaine de spécialisation. Dans ce podcast, nous reprenons les thèmes de la campagne et examinons de plus près avec des experts les thèmes du développement des compétences tout au long de la vie. Nous parlons également des changements qu'on peut observer dans le secteur bancaire en Suisse romande et de la manière dont vous pouvez vous-même promouvoir activement le maintien de votre employabilité. J'ai invité Hélène Ducret pour l'épisode aujourd'hui. Hélène Ducret est consultante professionnelle pour Impact4You et spécialiste de la campagne Skillaware. Bonjour Hélène, ravie de vous avoir ici. Bonjour Franca, merci de m'avoir invitée à ce premier podcast pour la Suisse romande. Aujourd'hui, nous allons examiner les compétences dont les employés de Suisse romande auront particulièrement besoin et comment développer ceci. Ça me réjouit de pouvoir échanger avec vous sur vos expériences et vos observations dans le secteur bancaire et dans votre travail de consultante et de coach. Et je dirais, commençons par une première question. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, tout à fait. Donc, première question. Lorsque vous avez penché sur l'avenir du centre bancaire de la Suisse occidentale, quelles sont les compétences dont les employés auront besoin à l'avenir? Merci Franca, c'est vraiment une question pertinente et surtout d'une grande actualité. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de votre question, il est important quand même d'aborder la présente crise que nous traversons, sans oublier que le secteur bancaire suisse a déjà connu de multiples crises et bouleversements dans le passé. Donc je rappelle juste quelques-uns, notamment les fonds des errances, la crise des subprimes, ensuite l'abolition du secret bancaire, qui reste encore un traumatisme pour de nombreux établissements et employés de banque dans toute la Suisse, pas uniquement en Suisse romande. Donc ce ne sont pas tant les changements eux-mêmes qui sont problématiques, mais plutôt la façon dont on les aborde sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan individuel. Chaque collaborateur, qu'il soit dirigeant, cadre ou spécialiste, a aussi sa vie privée et sociale qui est donc régulièrement soumise à ces changements. Et donc, voilà, il y a des transitions majeures aussi qu'on doit passer d'un niveau individuel. Et donc, notre monde a évolué dans ce monde que nous appelons aujourd'hui VICA, peut-être vous l'avez déjà entendu, ce monde volatile, incertain, complexe, ambigu, où on navigue à court terme, on reçoit des instructions contradictoires, des réglementations et standardisations en outrance, voilà, l'accélération technologique et parfois même perte de sens et de vision. Et donc, je pense que cette crise actuelle, que j'appelle plutôt une crise de gouvernance mondiale, produit aussi une surcharge un petit peu émotionnelle parmi les employés dans le secteur bancaire. Et les employés en Suisse romande, pour ma part en tout cas, ils sont autant touchés que les employés de banque en Suisse alémanique ou au Tessin. Et en fait, ce qui est curieux à constater, que le marché de l'emploi du secteur bancaire reste vraiment
on pourrait dire presque sain et promoteur malgré les pressions qui émergent, hein. Voilà. Donc, comme la campagne Skill Aware qui dit Fit for the banking world, hein, c'est de se mobiliser ou se mettre au taquet pour l'avenir, est vraiment une campagne en faveur de cette employabilité durable, dans le secteur bancaire. Et là, la question justement vient, quelles sont ces compétences de base qu'il convient maintenant de renforcer ou de développer? Et ces compétences, d'une manière générale, on peut déjà dire, c'est des compétences, on les appelle aussi soft skills ou peut-être aussi des skills transférables. Donc, c'est justement en fait des compétences qu'on peut emporter avec soi. Donc, ça veut dire d'une équipe à l'autre ou d'un secteur à l'autre, mais aussi d'un établissement à l'autre ou bien même d'une région à l'autre. Et c'est ça qui est intéressant justement dans ce développement des compétences. Alors, dans ce contexte des profonds bouleversements, les collaborateurs sont aujourd'hui de plus en plus désorientés, hein, déstabilisés, et on pourrait presque aussi parler qu'ils traversent, toutes couches d'hiérarchie confondues, une sorte crise identitaire. Et pour moi, donc une des compétences clés à développer en priorité ou en tout cas à renforcer, c'est l'attitude face à des changements et aux événements que je ne peux ni influer, ni changer. Et cette compétence s'appelle, certains le disent résistance au stress, d'autres parlent plutôt de la résilience. Voilà, donc ça c'est pour moi une des plus grandes compétences qu'il faudra prioritairement, se développer. Alors, la question se pose toujours comment concrètement développer sa résilience? Parce que la résilience, ce n'est pas juste, résistance au stress et cetera. La résilience englobe beaucoup, beaucoup de choses, hein. C'est la résilience physique, mais aussi psychologique et surtout dans des circonstances où je n'ai peu de marge de manœuvre, peu de liberté de décision ou de choix et dans des circonstances où je suis peut-être découragée justement ou déstabilisée, mais où j'ai surtout l'impression de ne plus vivre selon mes valeurs personnelles qui me sont chères au cœur. Donc la résilience, comme j'ai dit, a plusieurs facettes. Il y a d'abord l'énergie physique. Si je viens au travail, malade ou peu en forme, ça entrave bien évidemment aussi ma performance ou mon efficacité. Mais il n'y a pas que l'énergie physique, hein, il y a aussi cette agilité mentale, justement cette flexibilité mentale et puis aussi comment je me situe au niveau émotion. Est-ce que je déploie mon intelligence émotionnelle et surtout, et ça c'est probablement le plus important, comment je vais rentrer en relation et en communication avec les autres? Est-ce que je suis connectée aux autres, à mes équipes, aux autres parties prenantes, etc. Et tout ça, en fait, peut se résumer, quelle est justement finalement la qualité de la relation, quelle est en fait la qualité que je peux apporter ou que je retire en fait de cette résilience-là. Résilience veut aussi dire souveraineté, hein, et ça veut dire devenir acteur de sa vie professionnelle et privée. Donc ça veut dire vraiment de prendre ça en main, de sortir de sa zone de confort avec un état d'esprit justement, plutôt de développement, plutôt qu'avec un état d'esprit figé, mmh. Et donc, ça veut dire aussi, reconnaître quelles sont les pressions au travail auxquelles je dois faire face et puis pouvoir en fait les évaluer d'une manière beaucoup plus factuelle, beaucoup plus objectivement que justement que de rentrer en fait dans un état émotionnel ou de mental fragile qui va peut-être, justement me faire agir ou réagir une manière inappropriée. Alors voilà, donc c'est vraiment un petit peu là-dessus que
comment dire? J'accentuerai aujourd'hui pour les collaborateurs, toutes, j'allais dire, couches confondues, le développement de leurs compétences pour pouvoir s'armer, j'allais dire, pour, ou solidifier un socle, en fait. Le premier étage, c'est cette attitude, voilà, qui englobe vraiment d'une manière holistique, en fait, mon bien-être, au travail, mais aussi, bien évidemment, dans ma vie privée. La résistance ou la gestion de soi-même, c'est aussi quelque chose qu'on traite intensement dans le contexte ski lever. Absolument. En Suisse alémanique, on traite ce sujet avec beaucoup d'intensité. On parle beaucoup de self-management, de résilience. On a beaucoup de faits là-dessus, beaucoup de training pour les employés. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous pensez que c'est particulièrement intéressant ou important pour la partie romande de la Suisse? Alors bien évidemment, il y a beaucoup d'initiatives qui sont maintenant, en train de se faire. Vous l'avez mentionné, donc ces promotions de la santé suisse aussi qui fait énormément, dans cette partie-là et effectivement, il y a tous des programmes maintenant qui voient le jour, comment dire? De renforcer ça, aussi le awareness, hein, créer en fait, le awareness et encore une fois, il y a toujours un petit peu un deuxième temps, hein. La promotion de la santé suisse, du côté suisse allemande, a déjà énormément fait. J'ai participé à beaucoup, beaucoup de congrès déjà dans le passé et depuis l'année passée, il y a maintenant aussi un congrès national ou qui est dédié à la Suisse romande. Alors malheureusement, cette année, vu la crise de la covid, nous avons en fait dû, voilà, ce congrès a dû être annulé, mais il est reporté. Donc je veux dire, il y a vraiment maintenant de plus en plus, un focus là-dessus et beaucoup, beaucoup d'initiatives aussi de créer justement cet environnement inclusif, un environnement aussi où il faut bien vivre et travailler. Donc effectivement, il y a certainement encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, mais pour moi, c'est vraiment le socle, en fait, la résilience, pas à confondre avec la résistance et j'insiste peut-être dessus, la résilience, elle englobe beaucoup, beaucoup de compétences, hein. C'est vraiment, une compétence, à développer, mais il y en a plein, plein, plein qui en découlent. Dans la partie suisse alémanique, comme je viens de dire, on a beaucoup parlé de self-management, de résilience, mais c'est quand même pas facile pour les individus. Est-ce que vous pensez que les Suisses romandes ont plus la facilité pour ce sujet ou sont plus ouverts pour ces entraînements, pour tout ce discours autour de la résilience? Alors moi, je pense, oui, effectivement, il y a beaucoup d'initiatives. Alors je dirais peut-être pas forcément que dans le secteur bancaire. Le secteur bancaire est toujours un petit peu frileux avec des nouvelles initiatives et ça c'est peut-être aussi la culture, en fait, du secteur bancaire. On est quand même là pour, évaluer, voilà, il y a pas toutes les initiatives, qui nous viennent comme ça qui sont toujours bonnes à prendre. Alors, donc ça veut dire, il y a peut-être une aussi en Suisse romande une petite frilosité. Par contre, comment dire? Le secteur économique qui est très dynamique, hein, avec des entreprises internationales, je ne vais pas maintenant les nommer, mais disons qui se sont installées, dans l'arc lémanique, voire au-delà. Il y a effectivement une prise de conscience, de cette, j'allais dire, pas problématique, mais cette thématique-là. Et effectivement, il y a plein, plein d'initiatives qui sont en train de se lancer dans des entreprises et d'ailleurs, j'en ai participé aussi où j'ai pu former des managers, justement, dans des workshops pour une partie, hein, on en parle toujours parce que la thématique est très, très vaste, hein. Donc effectivement, mais je pense que ça prend de plus en plus et je pense que c'est vraiment une priorité parce que le bien-être, voilà, il se limite pas, le bien-être au travail, c'est vraiment une question, très
holistique, hein, donc ça touche toutes les domaines de notre vie. Si je suis pas bien physiquement, comment je veux être efficace et performante au travail, mais au même titre aussi comment je peux contribuer dans ma vie privée, dans ma famille, dans mes communautés, si moi-même je suis pas stable, j'allais dire, et voilà. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est quelque chose qui vient et je vois plein d'initiatives. Peut-être, on pourrait aussi dire un petit peu plus les structurer, ces initiatives, pour que pas chaque entreprise doit faire sa petite initiative dans son coin, oui. Vous venez de mentionner management, donc leadership. À votre avis, de quoi ont-ils besoin, eux, en termes de développement de compétences et aussi de quoi ont-ils besoin pour promouvoir le développement des compétences des employés? Donc, spécifiquement pour les cadres, oui. Alors donc justement, comme j'avais dit tout à l'heure, on est un petit peu dans ce temps de crise identitaire. Donc les collaborateurs, mais aussi leurs managers, hein, ont un grand besoin d'être écoutés. Moi, je vois qu'il y a effectivement, un besoin de pouvoir, peut-être vider son sac, exprimer ses peurs ou ses craintes, mais aussi connaître l'évolution future de son emploi ou de son poste de travail, hein. Là, il y a une incertitude qui se crée et puis donc ce besoin, de d'être compris, de ses peurs et cetera sont souvent aussi mal interprétés, mmh. La personne qui va devoir vider son sac ou de venir en fait déposer quelque chose est souvent perçue comme un élément perturbateur, voilà qui râle, peut-être qui est même démotivé ou peu efficace. Et cela crée souvent en fait des dynamiques d'équipe un petit peu malsaines où il y a peut-être même chargé de conflits interpersonnels ou des conflits dans l'équipe. Et puis aussi avec le travail à distance, hein, qui s'est maintenant de plus en plus démocratisé aussi dans le monde bancaire, en fait, qui était encore il y a peu de temps presque un tabou de travailler depuis la maison. Alors, ce travail à distance a réduit les contacts physiques et puis aussi a peut-être accentué que la communication, même avec son manager ou avec son équipe, en fait, devenait de moins en moins de qualité. Alors je constate vraiment qu'il devient de plus en plus difficile pour les managers de défendre leurs collaborateurs ou leurs équipes, hein. Ils peuvent de moins en moins tenir compte de l'individu, de l'individualité, peut-être même de leur savoir-faire ou leur expertise technique et puis parce qu'ils sont aussi dans l'urgence. Ils doivent agir maintenant, dans l'urgence, dans les solutions à court terme. On leur demande beaucoup des quick fix, hein, donc à vite remédier à une situation et puis aussi, parfois, les managers doivent imposer, en fait, des choses qu'ils peuvent pas forcément ou qu'ils comprennent pas eux-mêmes directement ou que finalement qui sont aussi contre leurs valeurs, personnelles peut-être, hein. Et puis donc, souvent les solutions discutées au sein d'une équipe de professionnels, se réduisent souvent à un échange stérile d'informations, et cetera. Donc, bon nombre d'employés souhaiteraient s'impliquer, dans la résolution de problèmes et lors de mes consultations que j'ai avec les managers, hein, je conseille de mettre prioritairement l'accent sur la dynamique d'équipe que sur le collaborateur individuel. Mmh. Ça peut peut-être pas paraître paradoxal, mais c'est tout simplement de mettre les priorités. Donc ça veut dire, un petit peu selon le leitmotiv pour un chef d'équipe ou une personne dirigeante avec du personnel, seul on va peut-être plus vite, mais ensemble nous allons plus loin et plus longtemps. Donc pour pouvoir survivre dans un monde VICA, hein, voilà, je conseille vraiment aux managers de développer leurs compétences managériales. Donc d'abord en fait d'évaluer, encore une fois,
On est dans l'évaluation des compétences et là, c'est d'évaluer leur propre style de leadership. Mmh. Quand on est sous pression, quand on doit faire vite, quand on n'a pas justement un environnement stable et comme d'habitude, nous agissons souvent en fait par instinct, un petit peu le mode automatique, voilà, au détriment d'un mode de fonctionnement plus adapté à la situation, hein. Donc là, je fais référence à ce modèle de l'état d'esprit figé vers l'état d'esprit de développement. Donc, les anglophones disent le fixed mindset versus the growth mindset. Et c'est d'évaluer aussi comment, en fait, j'agis, quel est mon style de leadership. Si je suis une personne qui est plutôt, voilà, autoritaire, peut-être qui a une tendance à aller un petit peu très vite, sous pression, je vais aussi déployer souvent, en fait, ce style de leadership qui peut être dans une situation d'équipe où l'équipe est fragilisée, où il y a une incertitude, peut paraître ensuite très bossy, hein, et d'autres personnes, d'autres leaders, ou managers sont plutôt ils évitent les conflits, ils mettent les choses sous la table, ils veulent pas, heurter les émotions ou les sentiments des personnes. Alors ils prennent pas de décision, ils laissent aller et donc finalement, c'est aussi de se dire: «Mais qu'est-ce que je peux justement développer pour que, dans mon style de leadership, je peux sortir aussi de ma zone de confort hein, et aussi de m'adapter plus facilement à la situation pour y répondre?» Et là, il y a 3 compétences, que je vois qui sont, liées. C'est de l'intelligence émotionnelle, mmh et là, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Déjà par la chose que souvent on dit: «Oui, l'intelligence intellectuelle, le QI, c'est important». Oui, c'est très important, bien évidemment. Mais on peut aussi dire que l'intelligence, intellectuelle, elle elle est limitée au bout d'un moment, hein. Elle atteint son sommet vers l'âge de 17-18 ans. Parfois, on peut un petit peu, faire un stretch. Mais disons, contrairement à l'intelligence émotionnelle, c'est justement ça reste un petit peu figé ou voilà, dans une zone, voilà, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Par contre, l'intelligence émotionnelle, elle figure même parmi les 10 top compétences clés à développer selon le WEF, parce que justement, en fait, on peut la développer continuellement. C'est comme les compétences où on en parle dans la campagne. C'est des choses qu'on peut continuellement développer, améliorer et même, en fait, exceller. Voilà, donc il y a pas de limite. La deuxième compétence, que je vois pour les dirigeants, c'est, cette compétence de faciliter les équipes, hein, le collectif. Donc, de créer ce monde inclusif et faire émerger l'intelligence collective. Donc ça veut dire, de prendre la force, de l'équipe, hein, et puis pouvoir en fait, renforcer justement cet l'esprit d'équipe, mais aussi justement l'individuel où chacun peut contribuer selon ses compétences et son expertise. Et puis la troisième compétence, alors là aussi c'est peut-être une palette de compétences, c'est vraiment dans ces compétences managériales, c'est le coaching. Alors, le coaching skills, alors c'est ça englobe vraiment l'écoute active, communiquer ouvertement, donner du feedback, mais aussi en recevoir. Parce qu'il y a des managers ou des leaders qui ont beaucoup, beaucoup de peine quand on les «critique», hein, entre guillemets et donc aussi d'écouter, de vouloir faire comprendre en fait ou comprendre l'autre. Posez des questions ouvertes. Vous serez étonné combien de managers, encore aujourd'hui, sont incapables de tenir une discussion où, en fait, il y a pas de questions fermées, hein. Questions fermées, c'est oui, non. Beaucoup de discussions, même dans des meetings, hein, dans les réunions, dans les évaluations avec les collaborateurs, il y a beaucoup, beaucoup trop de questions fermées.
où on peut répondre que par oui ou par non. Et alors que justement avec les questions ouvertes, où on fait cette ouverture, on fait émerger l'intelligence de la personne, le potentiel de la personne, on peut vraiment faire des merveilles. Et surtout, en fait, ça favorise de faire confiance, hein, de rentrer en relation de nouveau, d'accepter aussi des propositions de ses collaborateurs, de les écouter, de attentivement s'intéresser aux options qu'ils présentent et accepter aussi que dans certaines situations, dans certains projets, on peut partager le leadership. Donc ça veut dire tout d'un coup, en tant que dirigeant, je suis prêt à donner le leadership à un collaborateur pour telle et telle chose. Et ça me paraît une compétence à développer euh, très, très importante, aussi pour le bien-être du manager en question, parce qu'il se décharge beaucoup en fait aussi de ses responsabilités. Alors pas des responsabilités en tant que fonction, mais aussi de pas trop tout prendre sur ses épaules et vouloir tout gérer, parce que ça, on l'a vu, ça résulte souvent dans un épuisement professionnel, et beaucoup de managers, ils veulent plus manager. Ils disent: «Non, non, je veux plus, je veux contribuer, mais je veux plus avoir une équipe à gérer». Il y a beaucoup trop de charges ou de surcharge émotionnelle. Voilà, ça c'est un petit peu la conclusion pour les dirigeants. Je dirais prendre soin de soi pour prendre soin des autres, hein. Donc c'est vraiment de développer ces skills managériales, et c'est aussi pour soi-même pouvoir développer sa carrière et développer son employabilité, parce que le manager, il est aussi responsable de pouvoir gérer son employabilité durable et à long terme, et de manager, j'allais dire, ou de gérer ses ressources psychologiques et physiques au même titre que les collaborateurs. Je vous remercie pour ces conseils très concrets. On est déjà arrivé à la dernière question. Tout à l'heure, vous avez dit à peu près, faut augmenter la résilience, mais sans tomber dans la résistance. Mhm. Maintenant, quelles sont les raisons ou les causes pour une réaction négative, voire résistante, et comment résoudre ceci? Alors, donc oui, effectivement, donc la résistance, hein, on parle souvent de résistance au changement, hein, donc beaucoup d'entreprises quand ils viennent, ils disent: «Ah oui, mais j'ai une équipe, ils ont les pieds contre le mur, ils sont en résistance, ils veulent pas changer». Alors effectivement, c'est pour ça que je nuance très bien résistance et résilience. Alors, donc, on peut avoir souvent quand on est dans la résistance, on déploie une force, hein, et puis parfois de résister à quelque chose momentanément, c'est très, très bien, parce que justement, voilà, ça donne aussi de la solidité. La résistance à long terme dans la gestion justement de la prévention du stress notamment, elle est justement ce facteur-là où je vais aller au-delà mes limites. Donc ça veut dire, je vais mettre les pieds contre le mur, contre un obstacle, aussi longtemps que possible. Et donc ça veut dire au bout d'un moment, bah, je vais craquer sous cette charge, voilà, parce qu'au bout d'un moment, je ne peux plus résister, au bout d'un moment, je vais m'effondrer. Et puis malheureusement, dans le burn-out, l'effondrement est physique, hein, donc c'est ça où vraiment physiquement, on n'arrive plus un matin, on peut-être plus se lever. Alors la résistance au changement va un petit peu dans la même chose. C'est tout simplement quand je résiste à quelque chose, ça veut dire je trouve un bénéfice dedans. Peut-être ce bénéfice, il est bien caché. C'est pour ça on parle aussi, justement de dissoudre les résistances, et je me rends pas compte à quoi je résiste réellement. Et c'est pour ça j'ai toujours ce credo, dans la résistance, réside souvent la solution. Donc si on regarde la résistance de plus près,
Pourquoi je déploie tant d'efforts à résister à quelque chose si je peux, allez, le faire d'une manière beaucoup plus légère, beaucoup plus, avec un moindre effort? Pourquoi, en fait, je me fais tant de violence à résister à quelque chose? Et quand on va regarder ça de plus près, on découvre souvent, en tout cas, si ce n'est pas la solution, une piste de solution. Donc ça veut dire pour moi, la résistance, c'est un symptôme. C'est on voit émerger des choses et ce symptôme-là, hem, c'est un petit peu comme la fièvre. Je ne sais pas ce que la fièvre va m'indiquer. Est-ce que j'ai, quelque chose de grave ou est-ce que c'est juste une fièvre momentanément? Mais si je vais aller mettre cette fièvre, comment dire? Si je prends un cachet, hein, pour diminuer la fièvre, si j'ai vraiment une infection grave, la fièvre va revenir, hein, le symptôme va revenir et je vais peut-être avoir perdu du temps précieux pour pouvoir regarder, pour pouvoir consulter et donc je suis vraiment une adepte de regarder les résistances avec bienveillance, donc de les accueillir et non pas de dire: «Ah oui, celui-là ou celle-ci est en résistance, voilà, c'est voilà, résistant au changement». Non, c'est de regarder, il y a toujours une bonne raison. Je pars du principe que quelqu'un qui résiste à quelque chose, c'est pas quelqu'un qui est bête, c'est quelqu'un, il le fait pour une bonne raison. Et parfois, cette bonne raison est même cachée pour la personne elle-même. Mais quand une fois on regarde ça de près, tout d'un coup, en fait, il y a une sorte de prise de conscience et c'est là où justement les blocages peuvent être levés, donc les freins peuvent être levés et c'est ça en fait que je pratique, avec mes équipes quand j'accompagne des équipes, dans des grands changements organisationnels ou transformation digitale, enfin peu importe le projet, qu'on accompagne. On est arrivé à la fin de cet épisode de podcast. Je vous remercie, Madame Ducret, de gérer avec nous vos connaissances et vos expériences en ce qui concerne le développement des compétences et je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci beaucoup Franca, merci, c'était un plaisir.